Bonjour à toutes et à tous. On va attendre peut-être une petite minute le temps que les inscrits rentrent dans le webinaire. Bon, il est 9h32, on va commencer. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire organisé par le cabinet Esfresco Avocat et les éditions LexisNexis, qui sera consacré à la qualification et aux conséquences contractuelles de la hausse des prix dans les contrats publics, dans un contexte où nous connaissons tous contraint d'approvisionnement en énergie et en matières premières. Je suis David Conté, rédacteur en chef de la revue Contrats et marchés publics, et nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Marie-Cécile Hez et Inès Fresco. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour à tous. Alors le webinaire va se dérouler en deux temps. Marie-Cécile et Inès vont tout d'abord aborder l'impact de la hausse des prix dans les contrats publics sous plusieurs angles. Et dans un second temps, nous répondrons à vos questions. Tout d'abord à celles qui ont été posées en amont par mail et sur les réseaux sociaux, et ensuite à vos questions, que vous pouvez d'ores et déjà poser dans le petit menu déroulant sur le côté droit de votre écran. Marie-Cécile, Inès, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup David. Bonjour à tous, on est ravis de vous avoir avec nous pour ce premier webinaire de notre cabinet. Donc on va vous faire d'abord une présentation rapide de qui on est, puisque c'est quand même un peu important, enfin, pour apprendre à se connaître. Et puis on va très rapidement passer au cœur du sujet, qui est la hausse des prix dans les contrats publics. Donc déjà, pour qui on est, donc nous sommes un cabinet de niche en droit public des affaires. Donc notre cœur d'activité, c'est évidemment les contrats publics, le droit public des affaires de manière un peu plus générale, le droit de la construction, le droit de l'immobilier. Donc on intervient à la fois en travaux, en projet public, en immobilier et en transport, tant en conseil, en contentieux qu'en expertise ou en réclamation. Donc, si vous êtes intéressé par l'actualité juridique, vous pouvez nous suivre sur LinkedIn. Donc, on a une page du cabinet, on a des pages chacune. Et donc, on publie toutes les semaines, 2 ou 3 fois par semaine, sur la nouvelle actualité, la dernière jurisprudence du Conseil d'État, la dernière jurisprudence de la Cour de cassation qui peut nous intéresser. On fait aussi tous les mois des cafés d'actualité, donc qui sont pour tout le monde, hein, c'est libre, c'est gratuit. Donc, en fait, en moins de 10 minutes, on va décrypter avec vous un sujet d'actualité. Récemment, on avait fait le décompte général, qui est un sujet marché de travaux. On a également fait les VFA publics, les clauses environnementales, ou, et c'est un peu la vidéo qui a le plus de succès, la force majeure et l'imprévision dans les contrats publics. Donc, on est content de faire la suite avec ce webinaire de ce sujet de Café Actu, plus centré cette fois-ci sur la hausse des prix. Donc, maintenant que nous nous sommes présentés, je pense qu'on va rentrer dans le corps puisque vous êtes là pour ça. Je vous rassure tout de suite, le PowerPoint sera disponible. Donc, il vous suffira de nous envoyer un mail à l'adresse contact que vous voyez affichée normalement sur le PowerPoint. Et on aura un replay aussi de la vidéo. Donc, si vous n'arrivez pas à prendre toute la jurisprudence tout de suite, pas d'inquiétude. Tout ça sera disponible par la suite. Donc, on va commencer par la partie contextuelle. Donc, je laisse Inès présenter et commencer. Alors, bonjour à tous. Donc, le webinaire va se présenter en 2 temps. On va faire un rappel assez rapide du contexte, parce que vous le connaissez tous, de la qualification juridique et des textes qui s'appliquent. Ce sera rapide, ce sera moins de 10 minutes, juste pour bien remettre tout ça dans le contexte. Et ensuite, on passera vraiment au cœur du sujet. Donc, la partie qui vous intéresse le plus, c'est quelles solutions on peut mettre en place pour gérer au mieux cette hausse des prix, que ce soit sur les contrats en cours de négociation ou, plus important encore, sur les contrats qui sont en cours d'exécution. Donc, pour commencer rapidement sur le contexte, on a une hausse des prix qui a débuté avec le Covid-19, donc à la fin du Covid, et qui s'est amplifiée ces derniers mois avec la guerre en Ukraine, qui est due en fait à un ralentissement de l'activité industrielle qui a créé un décalage entre l'offre et la demande, et donc des pénuries, et donc une hausse des prix des matières premières. C'est le cas notamment sur l'acier et l'aluminium, qui ont connu des hausses de prix faramineuses, mais c'est aussi le cas sur le béton ou encore les matières plastiques, donc des matières qui sont notamment utilisées en construction et qui vont renchérir le coût d'exécution des contrats pour les titulaires et pour les acheteurs. Alors, face à ce contexte de hausse des prix, le gouvernement, d'un côté,
s'est organisé et de l'autre côté, les titulaires, et notamment le BTP et la fédération du BTP, a proposé plusieurs solutions. C'est l'objet de notre slide suivante. Donc, côté gouvernement, qu'a fait l'État? Qu'est-ce qu'il a mis en place pour aider les acheteurs à supporter cette hausse des prix et à mettre en place des moyens d'y faire face? Premièrement, on a l'INSEE qui publie désormais son indice BTTP tous les 45 jours et non plus tous les 80 jours, puisqu'il y avait un délai en fait important entre la publication de l'indice et au final la hausse réelle du coût des matières premières, qui faisait que les clauses de révision révisaient le prix, mais trop tard, il y avait un décalage important. Le fait de passer à 45 jours, ça permet de réduire ce décalage. L'indice est révisé plus fréquemment et publié plus tôt. Et du coup, vous avez la possibilité d'adapter au mieux le prix du contrat qui suit mieux le coût des matières premières. Donc, première chose, publication des indices tous les 45 jours par l'INSEE. Deuxième chose, l'État a mis en place des aides aux entreprises assez classiquement comme il le fait en temps de crise. Et ces aides sur la hausse des prix, elles prennent la forme soit de subventions qui sont accordées aux PME du BTP qui sont touchés par la hausse des prix. Le gouvernement a créé une plateforme qui permet de solliciter une aide, une subvention qui peut aller jusqu'à 200 000 € si vous démontrez que votre société est une PME du BTP et qu'elle est impactée par la hausse des prix. Deuxième type d'aide, c'est le PGE Résilience, qui là concerne toutes les entreprises qui peuvent être impactées par la hausse des prix et qui permet de solliciter un prêt qui peut aller jusqu'à 15% du chiffre d'affaires moyen des 3 dernières années, quel que soit le type de société que vous êtes et si vous démontrez que vous êtes en difficulté du fait de la hausse des prix. Et alors, troisième chose mise en place par le gouvernement, qui a été publiée le 30 mars 2022, donc c'est une circulaire que vous devez certainement connaître, que vous avez peut-être lue. En tout cas, vous en avez entendu parler. Elle a fait beaucoup de bruit puisque c'est la circulaire qui vient vraiment donner les conseils, les directives aux acheteurs pour gérer la hausse des prix dans les contrats publics, que ce soit sur les contrats déjà passés ou sur les contrats futurs à venir. Donc, on va bien évidemment revenir sur cette circulaire, mais c'est les 3 types d'aides et de solutions que le gouvernement a mis en place pour faire face au mieux à la hausse des prix. Sur le secteur du BTP, en face, comment se sont organisées les entreprises? Alors, ce que recommande la fédération du BTP, qui a pas mal communiqué par votre communiqué de presse notamment, qui a beaucoup pris la parole et a réagi face à cette hausse des prix, puisque ça touche toutes les entreprises du BTP. Ce qu'elle conseille pour les contrats à venir, c'est évidemment d'intégrer des clauses de révision des prix pour pouvoir adapter le prix le mieux possible à la hausse du prix des matériaux, en choisissant l'indice qui convient et en prévoyant une périodicité assez fréquente de la révision des prix. Ça, c'est pour les contrats à venir. Et pour les contrats en cours, la fédération du BTP sollicite soit d'intégrer, soit de modifier les clauses de révision dans les contrats qui sont en cours d'exécution. On va évidemment en reparler quand on parlera des solutions, mais ce n'est pas une solution qui est parfaitement sécurisée juridiquement et ce n'est pas la solution qu'on recommande. On va évidemment vous expliquer ça beaucoup mieux quand on reviendra sur les solutions. Donc, c'est ce que préconise en tout cas à ce stade la fédération du BTP. Les entreprises de leur côté ont décliné évidemment ces directives et on voit que les entreprises, elles ont raison, pour le moment, refusent pour les nouveaux contrats de conclure des contrats sans clause de révision, puisqu'il faut absolument mettre une clause de révision pour adapter au mieux le prix du contrat. Et par ailleurs, ce qu'on voit pas mal d'autres dans les dossiers qu'on suit, c'est que les entreprises sollicitent un gel des pénalités de retard. Et d'ailleurs, le gouvernement, dans sa circulaire du 30 mars 2022, incite fortement les acheteurs à geler les pénalités de retard s'il y a des délais d'approvisionnement qui sont plus longs. Ça permet aux acheteurs aux titulaires, de pas être pénalisés par des délais d'approvisionnement plus longs qui auraient des répercussions sur les délais d'exécution du contrat. De la même manière, on peut demander, quand on est titulaire, un rallongement des délais d'exécution qui permet, pareil, d'être pas pénalisé si vous avez des délais d'approvisionnement qui sont plus longs. Solliciter auprès de l'acheteur un rallongement des délais d'exécution. Là, c'est pareil, la circulaire recommande fortement aux acheteurs d'accepter ces délais d'exécution plus longs pour permettre aux titulaires d'exécuter quand même le contrat et de ne pas bloquer complètement l'exécution du contrat.
Et dernière chose que sollicitent les entreprises, c'est évidemment des demandes indemnitaires et une demande d'indemnité d'imprévision sur le fondement donc de la théorie de l'imprévision. Et on en vient du coup à la slide suivante qui est quelle est la qualification juridique de cette hausse des prix? Comment juridiquement, en fait, on la nomme? Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on est plus dans de la force majeure ou est-ce qu'on est plus dans de l'imprévision? Rapidement, pour revenir sur les critères des deux théories, de la force majeure et de l'imprévision, quand on est sur de la force majeure, on est sur un événement qui est extérieur aux parties, qui est imprévisible. Alors, il est imprévisible soit parce qu'il est jamais survenu et que c'est complètement nouveau, on ne pouvait pas anticiper sa venue, soit il est imprévisible parce que l'ampleur de l'événement est telle qu'on ne pouvait pas le prévoir à ce point. Et c'est le cas de la hausse des prix, c'est une hausse qui est exponentielle et on ne pouvait pas anticiper que ça allait augmenter autant. On pouvait éventuellement anticiper que ça allait augmenter, mais pas autant. Donc, c'est bien un événement qui est extérieur et imprévisible. Et quand on est dans le cas de la force majeure, c'est un événement qui est irrésistible, c'est-à-dire que l'exécution du contrat devient techniquement complètement impossible. Vous ne pouvez plus exécuter le contrat. Il y a un événement extérieur qui, techniquement, matériellement, vous empêche d'exécuter le contrat. Ce n'est pas le cas de l'imprévision. L'imprévision, c'est pareil. Les deux premiers critères sont les mêmes. C'est extérieur aux parties, imprévisible, soit dans le fait que ça survient, soit dans l'ampleur de l'événement. Mais ça ne vous empêche pas complètement d'exécuter votre contrat. Vous pouvez continuer à exécuter votre contrat, mais ça vous coûte beaucoup plus cher. L'exécution du contrat est excessivement onéreuse. On a un bouleversement de l'économie du contrat. Donc, vous continuez à l'exécuter, mais ça vous coûte extrêmement cher. Et actuellement, la hausse des prix, c'est ça, c'est de l'imprévision. C'est que c'est extérieur imprévisible. Vous pouvez continuer à exécuter le contrat. Le fait que les matériaux soient plus chers, ça n'empêche pas d'exécuter le contrat, mais ça vous coûte beaucoup, beaucoup plus cher et il y a un bouleversement de l'économie de votre contrat. Donc, on est bien dans de l'imprévision, dans la théorie de l'imprévision, qui est encadrée par pas mal de textes que Marie-Cécile va vous présenter rapidement. Donc, en termes de texte, on a plusieurs choses. D'abord, on a un petit peu un texte essentiel, originel, qui est la circulaire de 1974, qui depuis a été abrogée et qui va revenir sur justement certaines précisions par rapport à l'imprévision. Alors, d'abord, ça vient fixer qu'est-ce qu'une charge extra-contractuelle qui peut être remboursée. En d'autres termes, qu'est-ce que le titulaire peut demander? Et sur ça, la circulaire indique que c'est toutes les charges non prévues lors de la conclusion du contrat. Donc, ce n'est pas une terminologie exclusive, ce qui est plutôt pas mal pour le coup. On peut intégrer tout ce qui n'a pas été prévu, donc ça peut être de l'approvisionnement, ça peut être du salaire ou ça peut être du fiscal. Mais ça peut être aussi n'importe quoi d'autre. La seule chose qu'on sait, c'est que dans ces charges extra-contractuelles, on ne peut pas inclure de bénéfices. En d'autres termes, si vous êtes titulaire du contrat ou si vous êtes acheteur et que vous indemnisez, on ne va pas venir indemniser le surcoût plus le bénéfice que vous auriez fait si initialement, quand vous aviez candidaté au marché, vous aviez mis ce surcoût-là dans votre prix et que du coup, vous aviez margé dessus. Le bénéfice n'est pas indemnisable. Une fois qu'on a fixé que les charges extra-contractuelles pouvaient être indemnisées, il faut aussi dire que ce n'est pas toutes les charges extra-contractuelles qui vont être indemnisées. C'est-à-dire qu'on considère que de toute manière, quand on candidate à un contrat public, il y a une part de risque qu'on accepte de prendre en candidatant. Cette part de risque-là, elle est variable. Elle va dépendre de chaque contrat. Elle va dépendre de la rédaction de chaque contrat et elle va dépendre de toutes les discussions s'il y en a eu. Il n'y en a pas forcément parce que souvent des contrats publics sont des contrats d'adhésion en fait. Donc on n'a pas forcément l'opportunité d'échanger et de modifier le contrat. Mais en tout cas, un magistrat, par exemple, viendrait regarder cette part de risque-là. Quelles sont les dispositions dans le contrat? Et notamment, la circulaire considère, elle, qu'il y a entre 5 et 20% de risque qui reste à la charge du titulaire. Par exemple, si on considère qu'il y a 50% de surcoût, sur ces 50%, il y aura 5 à 20% pour le titulaire parce que c'est le risque qu'il a accepté de prendre. Reste une dernière condition qui est extrêmement importante et qui est consubstantielle à la théorie de l'imprévision. C'est comme le disait Inès tout à l'heure, pour qu'il y ait théorie de l'imprévision, il faut un bouleversement du contrat sur sa totalité. Et ce bouleversement, en général, on considère qu'il est au-delà de 6%, c'est ce que la circulaire dit. Donc, c'est-à-dire qu'il faut avoir au moins 6% de surcoût sur la valeur totale du contrat. À côté de cette circulaire, on avait de la jurisprudence qui était antérieure, puisque la théorie de l'imprévision un peu poussiéreuse est ancienne, et on a de la jurisprudence postérieure. L'intérêt de la jurisprudence, c'est de venir préciser certains éléments. Alors d'abord, sur la question du bouleversement de l'économie du contrat que j'évoquais tout à l'heure,
Pour la jurisprudence, on est au-delà des 6%. On est plutôt sur quelque chose entre 7 et 12%. C'est-à-dire qu'en dessous de 7%, on est plus ou moins sûr qu'il n'y a pas de bouleversement de l'économie du contrat, ça ne va pas passer. Nous, en tout cas, on n'a pas été en capacité de trouver de la jurisprudence, même de tribunaux administratifs, disant qu'en dessous de 7%, ça passe. Donc, il faut forcément être au-dessus de 7. Et même quand vous êtes au-dessus de 7, entre 7 et 12%, il y a un aléa. Vous avez de la jurisprudence qui va vous dire OK pour 7, mais de la jurisprudence qui va vous dire OK que à 12 et pas OK à 9. Donc ça aussi, il y a un aléa, en tout cas devant un juge. La seule certitude qu'on ait, c'est qu'au-dessus de 7, c'est possible. Au-dessus de 12, c'est sûr. Entre 7 et 12, il y a un aléa. Deuxième élément important, la question de qu'est-ce qui reste à la charge du titulaire? Quel est le risque qu'il porte? Et un peu comme ce que je vous expliquais pour la circulaire, il y a effectivement ce principe que le titulaire accepte un risque initial en concluant un contrat. Et donc, le juge va venir analyser les dispositions du contrat. Et en fait, c'est ce qui ressort clairement de la jurisprudence, notamment d'une jurisprudence de 2019 du Conseil d'État. Le juge regarde l'interprétation raisonnable du contrat. Évidemment, cette analyse sera différente si on est en concession ou en marché public. Quand vous êtes en marché public, notamment s'il est d'assez courte durée, on considère qu'il y a un risque moindre qui est pris par le titulaire. Par contre, si vous êtes en concession, la concession, le concept, c'est quand même de prendre un risque. Vous prenez en charge un aléa, finalement. Et donc, dans cette hypothèse-là, on sera peut-être sur quelque chose de plus large en termes de risque. Donc, on est toujours dans ces 5 à 20%, mais ça peut être plus proche des 20 si vous êtes en concession, plus proche des 5 si vous êtes en marché public. Dernière précision qu'apporte la jurisprudence, qu'est-ce que c'est quelque chose d'imprévisible? On l'a dit tout à l'heure, c'est un des critères de l'imprévision. Et en fait, l'appréciation de l'imprévisible est un peu double. C'est-à-dire que d'abord, est-ce que l'événement était vraiment imprévu? Donc sur ça, par exemple, pour la hausse des prix, il y a de la jurisprudence qui considère que de la hausse des prix, c'est pas suffisamment imprévu. Donc on la cite dans notre PowerPoint, vous pourrez aussi référer. Mais on a aussi de la jurisprudence qui va considérer que si c'est suffisant, parce que bien qu'effectivement une hausse des prix pouvait être prévisible et aurait dû être prévue d'ailleurs par un acheteur ou par un titulaire au moment de la passation du contrat, c'est l'ampleur de l'imprévision qui, elle, était imprévue et qui, là, peut justifier du coup une indemnité d'imprévision. Donc, quand on se réfère aux jurisprudences, on voit bien que ce que le juge y regarde, l'ampleur, qui doit être dans une mesure qui dépasse tout calcul, qui dépasse certainement les limites extrêmes des majorations qui auraient pu être envisagées par les parties au moment de la passation du contrat. À côté de la première circulaire de 74 et de la jurisprudence, on a une dernière circulaire qui est la circulaire que vous connaissez probablement, en tout cas ça a fait couler pas mal d'encre, qui est la circulaire du 30 mars 2022. L'objectif de la circulaire, c'est de revenir sur la jurisprudence qui existe, c'est de revenir sur la circulaire de 74. Il n'y a pas de vraie complète nouveauté. On est quand même sur du terrain battu, conquis, connu par les acheteurs normalement et par les titulaires du contrat. Et le concept, c'est de donner des consignes aux acheteurs et pour les aider en fait à faire face à la hausse des prix. Donc, on préfère dès maintenant, parce que ce n'est pas non plus l'objet du webinaire, beaucoup de personnes se sont posé la question de l'opposabilité de la circulaire. Est-ce que, en tant qu'acheteur, on pourrait peut-être dire que la circulaire finalement n'est pas opposable et donc on pourrait ne pas l'appliquer? Alors, déjà, à partir du moment où la circulaire ne fait que reprendre ce qui existait antérieurement, peu ou prou, ça paraît compliqué en tout cas, se prévaloir de l'inopposabilité ne changera pas le fait que ça reprend le droit qui existe déjà. Donc, ça sert probablement à rien. Deuxième point, le débat sur l'opposabilité de la circulaire risque d'être un peu vain. Très personnellement, en tant qu'acheteur, je n'irais pas prétendre auprès d'un juge que je n'étais pas au courant de la circulaire ou que si j'étais au courant, en tout cas, elle m'était inopposable. Je ne suis pas sûre qu'il y ait une énorme gentillesse du juge dans ce genre d'hypothèse. Maintenant que ça s'est écarté, c'est important de revenir du coup sur les consignes qui sont données dans la circulaire. Alors, la première consigne, c'est d'insérer des clauses de révision dans les nouveaux contrats. Et pas n'importe quelle clause de révision. Il faut que dans la formule, qui est une formule technique que vous allez étudier en tant qu'acheteur avec des assistants, par exemple la maîtrise d'ouvrage, vous mettiez au moins une référence aux indices officiels de fluctuation des cours mondiaux, parce que le fait de mettre cette référence-là fera que pour ces nouveaux contrats que vous allez passer, s'il y a une hausse des prix, ça va s'indexer sur les cours et normalement, on n'aura pas de débat d'avenant des contrats, on n'aura pas de débat non plus d'indemnité d'imprévision. La deuxième consigne, c'est quand on peut, pour les contrats en cours d'exécution,
essayer de les modifier. On peut les modifier selon la circulaire sur quoi? Sur les matériaux, sur les quantités, le périmètre des prestations et sur les conditions de délai de réalisation des prestations. La troisième consigne, c'est de ne pas modifier le prix. On va y revenir plus longuement quand on va parler de la partie avenant, mais effectivement, la circulaire prend le parti de dire, en se fondant sur la jurisprudence sur laquelle on peut être d'accord ou pas, mais en tout cas qui existe, de dire que par voie d'avenant, on ne modifie pas le prix. La consigne numéro 4, c'est la consigne qu'Inès évoquait tout à l'heure, c'est le gel des pénalités. Donc, on invite les acheteurs à ne pas pénaliser finalement les titulaires des contrats qui vont probablement avoir besoin de temps, notamment s'il faut changer les matériaux, s'il faut changer les délais, pour pouvoir se retourner et exécuter le contrat. La dernière consigne, c'est quand en fait on a essayé de tout faire et que ça ne marche quand même pas et qu'il y a quand même des surcoûts importants auxquels le titulaire ne peut pas faire face, c'est d'appliquer la théorie de l'imprévision. Et la petite nouveauté de la circulaire, elle est là, parce que effectivement, on se l'était dit tout à l'heure, il y a un risque que le co-contractant prend, donc que le titulaire prend, et ce risque en général est entre 5 et 20%, et dans la circulaire, on est entre 5 et 25%, ce qui est quand même pas exactement la même chose. Finalement, la circulaire vous dit aussi qu'on peut verser une indemnité par voie de provision et que tout ça doit être formalisé par une convention dont les termes ne sont pas réellement explicités et sur lesquels on va revenir. Maintenant qu'on a fait le point sur tous ces textes applicables, on va passer un petit peu sur le corps du sujet. Donc, quelles sont les solutions? On a essayé de monter notre webinaire, notre intervention et notre PowerPoint comme une sorte de couteau suisse qui permet de vous aider et qui vous permet de décider en fonction de votre situation casuistique qu'est-ce qu'on fait. Donc, on distingue d'abord la passation et ensuite l'exécution. Donc, je laisse Inès prendre la parole sur la passation. Alors, concernant la passation, comment on sécurise les marchés? Donc, l'objectif au stade de la passation, c'est bien d'anticiper, de regarder dans les contrats précédents ce qui a pu mal se passer concernant la hausse des prix pour en tirer les évolutions possibles sur les nouveaux contrats et sécuriser donc les futurs contrats avec des clauses qui sont bien rédigées et qui permettent de prévoir en partie, en tout cas de gérer l'imprévu et la hausse des prix. Alors, quelles sont ces clauses? Quelles clauses on insère pour gérer cette hausse des prix? Le premier type de clause, on en a déjà beaucoup parlé, c'est important d'expliquer clairement ce que c'est. Donc, c'est la clause de révision qui a pour objet de faire varier le prix en l'indexant sur un indice. Donc, au moment de rédiger votre clause de révision, il faut bien, premièrement, choisir l'indice approprié et ensuite bien rédiger votre clause de révision puisque on ne peut pas la modifier en cours d'exécution du contrat, on ne peut pas y toucher. C'est un aspect qu'on ne modifie pas et donc il faut dès le début la caler parfaitement pour qu'elle soit bien adaptée au contrat et qu'elle permette d'adapter le prix payé dans le contrat à la hausse des prix. Et pour ça, ce qui est important, donc c'est déjà bien de choisir un indice approprié et ensuite de prévoir une révision régulière du prix. Pas choisir de réviser, par exemple, annuellement le prix, mais plutôt de manière trimestrielle afin d'éviter un décalage en fait qui serait trop important entre la réalité du prix des matières premières et le prix vraiment payé dans le contrat. Donc, pour faire évoluer votre prix en fonction du cours des matières premières, c'est important de prévoir des clauses de révision dans les contrats qui sont en cours de négociation. Si vous êtes en train de négocier des contrats et que aucune clause de révision n'est prévue, il est très important de solliciter l'intégration de telles clauses qui permettent de faire vivre le contrat et de faire correspondre le prix du contrat le mieux possible au prix des matières premières, surtout, comme on disait, avec la publication de l'indice INSEE tous les 45 jours. Donc ça, c'est le premier type de clause qu'il est possible d'intégrer. Deuxième type de clause, ce sont les clauses de réexamen. Donc, c'est des clauses qui, elles, permettent de prévoir l'évolution du contrat en cas de réalisation de certaines circonstances qu'on a anticipées et prévues dans le contrat. Donc, en fait, on prévoit dans le contrat que si certaines conditions précises se réalisent, alors on va pouvoir modifier le contrat. Alors, par exemple, ça pourrait être s'il y a une hausse des prix de tels matériaux de plus de 15%, alors on s'accorde dès le début dans les documents contractuels initiaux pour allonger les délais d'exécution ou pour geler les pénalités ou pour changer de matériau, par exemple pour avoir recours à un autre matériau. Ça, on peut le prévoir quel que soit le montant de la modification. On peut le prévoir dans une clause de réexamen à condition de l'intégrer bien dès la rédaction du contrat, donc dans les documents contractuels initiaux,
parce que comme ça engendre quand même une modification de votre contrat, pour que ce soit pas contraire au droit de la commande publique, il faut que ça ait été calé dès le début dans les documents contractuels initiaux, donc que tous les candidats aient eu accès à cette clause et que cette clause soit claire et non équivoque. C'est-à-dire qu'il faut que les conditions dans lesquelles elle se déclenche soient très claires et par exemple, il faudrait intégrer que ce n'est pas seulement la hausse des prix, mais une hausse des prix, par exemple, de plus de 10% sur tel matériau, qui permet alors d'allonger les délais, de changer de matériau, de geler les pénalités, comme on se le disait. Donc, c'est vraiment des clauses qui, pour être valables, doivent être claires et non équivoques, mais qui permettent bien, quand elles sont bien rédigées, de faire vivre le contrat sans avoir besoin d'en passer un nouveau quand il y a des circonstances imprévues qui se présentent, telles que la hausse des prix. Donc, c'est pour la deuxième type de clause, les clauses de réexamen. Et enfin, on a un troisième type de clauses qu'il est possible d'intégrer au stade de la passation, qui sont là moins contraignantes, mais qui permettent, ont pour objectif et pour intérêt de nouer le dialogue en fait entre le titulaire et l'acheteur. Et c'est ce qu'on appelle les clauses de sauvegarde ou les clauses de rendez-vous. Et on est un peu dans le même cas que les clauses de réexamen, c'est-à-dire que c'est si des conditions qui sont prévues dans le contrat se réalisent, pareil si c'est par exemple une hausse des prix de plus de 15%, alors les parties, elles s'engagent pas automatiquement à modifier le contrat n'est pas automatiquement modifié, mais les parties s'engagent à se rencontrer et à renégocier le contrat de bonne foi. C'est un peu un engagement d'intention de bonne foi, de loyauté en fait contractuelle, de se dire que s'il y a telle circonstance qui arrive, alors on est d'accord, on se met d'accord dès l'origine pour se rencontrer et négocier de bonne foi une éventuelle modification du contrat qui permettra de faire vivre le contrat, de nouer un dialogue et d'arriver en fait entre parties à une solution qui soit bien adaptée. C'est moins contraignant, mais ça peut être aussi intéressant d'intégrer ce type de clause dans vos contrats, clause de révision, clause de réexamen et clause de sauvegarde au stade de la passation. Si vous avez des contrats en cours de négociation, pensez-y bien parce que c'est vraiment des clauses qui permettent de sécuriser vos contrats et de le faire vivre au mieux sans vous retrouver dans des situations ingérables et à vous devoir gérer des hausses de prix qui ne sont pas prises en charge par le contrat. Et on passe ensuite au stade de l'exécution, qui est sûrement ce qui vous intéresse le plus. Comment gérer dans les marchés actuels la hausse des prix quand on n'a pas forcément anticipé et prévu ce type de clause. Donc, Marie-Cécile va vous présenter les 3 options qu'on a pour gérer au mieux la hausse des prix dans les contrats en cours d'exécution. Du coup, en exécution, 3 options. Option 1, on regarde son contrat et les clauses qui existent. Option 2, on fait un avenant, dans quelles conditions on peut le faire. Option 3, on fait une convention ou une transaction pour indemniser. Donc, sur la première option qui est de regarder son contrat, ça revient à ce que disait Inès, mais en cours d'exécution. C'est-à-dire qu'au lieu d'être en passation où vous devez regarder vos contrats existants avant, ce qui s'est passé dans vos contrats et que vous avez probablement essayé d'anticiper en mettant les bonnes clauses, là, on est dans la situation, donc on espère que les gens qui ont fait le contrat ont anticipé et on va vérifier si tout a bien été anticipé. Donc, qu'est-ce qu'on regarde comme clause? On va regarder si une clause de révision qui permet de changer le prix de l'indexé. Peut-être que ça peut résoudre le problème si la clause est bien faite. On va regarder s'il y a une clause de réexamen qui permet de faire évoluer le contrat et qui permet d'éviter de changer quoi que ce soit et se poser la question des avenants ou se poser d'autres questions d'imprévision et d'indemnité. Et puis, s'il n'y a rien, effectivement, il y a toujours la clause de sauvegarde qui a au moins le mérite de permettre de se rencontrer. Et quand elle est bien rédigée, elle va vous prévoir un calendrier, par exemple, en disant que si une problématique survient, eh ben, le titulaire ou l'acheteur le plus diligent va saisir l'autre. Dans un délai d'1 mois, on se rencontre. Une fois qu'on s'est rencontré, dans un délai d'encore 1 mois, il faut faire ça, et ainsi de suite. Bon. Donc, on va regarder s'il y a bien ces 3 clauses et est-ce qu'une de ces clauses, probablement plutôt les 2 premières, peuvent régler votre problématique ou si au moins on peut se rencontrer sur le fondement de la 3e. De toute façon, on peut se rencontrer même sans clause de sauvegarde. Donc, on ne panique pas sur ça. Deuxième du coup catégorie, si le contrat effectivement ne vous permet pas en lui-même de faire face à la situation, pourquoi pas faire un avenant? Alors il y a 3 types d'avenants qu'on va évoquer avec vous. Les avenants qui nous paraissent parfaitement sécurisés, il n'y a aucun problème. Les avenants qui sont audacieux, risqués et la limite avec l'inconscience des fois peut être un peu maigre, donc il faut faire attention à comment on les utilise. Et les avenants qui sont complètement interdits et qu'on déconseille.
Du coup, l'objectif d'un avenant, c'est vraiment de modifier le contrat. Et c'est ça la différence un petit peu avec les outils qu'on va vous proposer ensuite, qui sont les conventions, les transactions, qui ne modifient pas un contrat en cours. Le contrat reste le même, c'est juste qu'on fait quelque chose qui sera indemnitaire et qui est à côté du contrat. Donc, sur l'avenant, qu'est-ce qui est sécurisé pour changer les conditions d'exécution? Alors, première option, vous faites une modification non substantielle, selon le code de la commande publique. Ça vous permet de changer soit le matériau, soit le délai d'exécution, et vous allez devoir démontrer un certain nombre de conditions. Donc, d'abord, qu'on n'altère pas la mise en concurrence initiale. Donc, ça, c'est quand même assez important parce que c'est ça qui justifie qu'on passe pas à un nouveau marché et que c'est bien non substantiel. Deuxième condition, il ne faut pas que ça modifie l'équilibre du contrat en faveur du titulaire. Et c'est une condition qui est un peu compliquée à juger parce qu'effectivement, on pourrait dire c'est non substantiel de rajouter telle chose, par exemple, une prestation. Mais en fait, pour ajouter une prestation, forcément, ça va induire un prix plus important et puis ça peut induire aussi une modification du contrat. Et donc, ça sera considéré comme substantiel. Donc, faites toujours assez attention à cette condition. Si on dit non substantiel en termes d'avenant, c'est que ça doit être non substantiel. Donc, on ne fait pas de l'habillage. Troisième condition, il ne faut pas que ça modifie considérablement l'objet du contrat. En d'autres termes, on ne va pas faire une modification non substantielle pour confier la réalisation d'une seconde autoroute au titulaire alors que le contrat initial ne prévoyait qu'une seule autoroute. Dernière condition, il ne faut pas non plus que ça remplace le titulaire initial. On ne va pas utiliser une modification non substantielle pour faire ça, puisque par essence, modifier le titulaire du contrat, c'est une modification substantielle. Deuxième type d'avenant qu'on peut utiliser, c'est tout ce qui est modification de faible montant. Donc ça, on va s'en servir pour des travaux sup. On peut s'en servir pour des matériaux, pour les changer. On peut s'en servir aussi pour rallonger les délais. Des conditions doivent être remplies. Donc, il faut qu'on soit en dessous des seuils européens. Il faut qu'on soit à moins de 10% du montant du marché si on est en fourniture ou service. Il faut être à moins de 15% du montant du marché si on est en travaux. Et ce montant-là doit être calculé au regard de la clause de révision, c'est-à-dire que s'il y en a une qui fait varier le prix, on le prend en compte dans ce calcul, donc ça vient diminuer le montant. Et on va aussi prendre en compte toutes les modifications antérieures qui ont pu être faites. La troisième option d'avenant qui est sécurisée, ça c'est le slide suivant, c'est l'avenant pour les travaux supplémentaires. Donc ça permet évidemment de faire des travaux sup, ça permet aussi de changer des matériaux qui impliquent des travaux supplémentaires. Donc les conditions sont, il faut démontrer la nécessité des travaux et il faut démontrer aussi une impossibilité technique et ou économique de changer de titulaire. C'est l'exemple parfait de vous faites construire un immeuble dans le cadre d'un marché de travaux, vous avez fait construire tout l'immeuble par une personne, enfin en tout cas c'est en train d'être construit par une seule personne, et en cours vous vous dites ah en fait finalement j'ai besoin de mettre tel autre système de plomberie, de construire un étage supplémentaire, et en fait le confier à quelqu'un d'autre, ça va être économiquement très cher parce qu'en fait, vous avez une première personne qui sait déjà faire, qui connaît les choses, donc il va falloir reformer la nouvelle. Et puis techniquement, ça risque de pas être possible. On ne peut pas construire la plomberie d'un immeuble pour 8 étages et faire construire la plomberie du 9e étage par une autre personne. Finalement, et c'est la dernière condition pour l'avenant pour les travaux supplémentaires, il faut qu'on soit en dessous de 50% du montant du marché initial. Quatrième possibilité d'avenant sécurisé, c'est l'avenant circonstances imprévues dont on parle beaucoup et sur lequel beaucoup de personnes se fondent pour dire on peut modifier le contrat n'importe comment, comme on a envie, sur le fondement de l'imprévision. Alors, l'avenant circonstances imprévues, c'est pas la même chose que l'imprévision, c'est quand même important qu'on le dise. On peut s'en servir pour faire des travaux supplémentaires, on peut s'en servir pour changer les matériaux, on peut s'en servir pour les délais. Les conditions, c'est, et c'est là où ça va se distinguer de l'imprévision, un événement qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir au moment de la conclusion du contrat. Donc, en fait, on est quand même sur une charge, pas de la preuve, mais de la connaissance qui est différente. Ça ne sera pas au titulaire qui n'a pas pu anticiper comme dans l'imprévision, mais ça sera à l'acheteur, ici, de ne pas avoir pu anticiper. Donc, ce n'est pas exactement la même chose. Et en tout état de cause, il faut qu'on soit à moins de 50% du montant du marché initial. Donc ça, c'est pour les avenants sécurisés qui nous permettent de changer les conditions d'exécution. Donc c'est en marge, et si ces avenants-là marchent, on n'est pas obligé de faire d'autres avenants peut-être un peu plus complexes et plus risqués, et on n'est pas obligé non plus de faire une indemnité d'imprévision. Pour les avenants, du coup, un peu plus complexes, donc les avenants audacieux et risqués pour changer indirectement le prix. Donc nous avons 3 types d'avenants. L'avenant de modification de faible montant,
Donc, l'objectif ici, c'est de changer le prix, mais de considérer que c'est un faible montant. Donc, évidemment, comme pour les autres avenants qu'on va voir, c'est des avenants qui sont un peu risqués parce qu'il ne faut pas que ce soit de l'habillage. C'est-à-dire que, comme on le verra pour les avenants interdits, en fait, il est interdit de modifier le prix par voie d'avenant. Donc, il faut bien justifier le recours à ces avenants-là pour pas qu'on ait le sentiment d'une façon ou d'une autre qu'en fait, on s'en est servi pour changer le prix. Deuxième type d'avenant, c'est l'avenant travaux supplémentaires. Donc, ça serait de dire, on a des travaux supplémentaires, parce qu'on a des travaux supplémentaires, ça change forcément le prix. Troisième type d'avenant, l'avenant circonstances imprévues, car on a un imprévu, ça change forcément le prix. Donc là, vraiment, la chose centrale, c'est de ne pas faire de l'habillage. Donc, si vous voulez faire dans vos contrats, parce que vous avez évalué les risques, vous l'avez lu, vous êtes sûr, vous vous sentez de faire ce genre d'avenant, vous avez tout audité, ça peut être envisageable à partir du moment où ce n'est pas de l'habillage. Parce que si c'est de l'habillage, si il y a un problème, en fait, le problème, ça va être quoi? Soit votre avenant ne sera jamais validé par la CAO si c'est applicable, soit vous allez vous faire toper par le contrôle de légalité, soit sinon, et c'est quand même assez désagréable si vous êtes acheteur, vous allez vous prendre un contrôle de la Cour des comptes qui va vous dire que vous aviez tort, ou de la Cour régionale des comptes qui va vous dire que vous aviez tort. Il y a des exemples d'ailleurs récents sur ça. Ou finalement, vous pouvez avoir toujours le risque de recours des tiers. Donc, des gens qui auraient voulu conclure le contrat s'ils avaient su qu'en fait, le prix serait plus important. Ça nous fait arriver sur les avenants qui sont parfaitement interdits et que nous, on déconseille. Ça me permet de faire une petite parenthèse en amont. Si vous êtes acheteur, par exemple, on a vu beaucoup de choses, notamment sur LinkedIn en ce moment, où des acheteurs donnent des conseils en fait sur comment ils font et donc ils relatent leurs bonnes pratiques. Donc, autant c'est hyper bien parce que ça permet à tout le monde de se mettre au même niveau d'information et de se conseiller et de se donner des conseils. Par contre, pensez bien que LinkedIn, c'est un réseau public. Tout le monde peut y accéder. Donc, quand vous dites que vous avez recours à un type d'avenant qui est interdit, en fait, vous alertez un petit peu tous les titulaires sur une pratique qui n'est pas forcément parfaitement conforme et dont ils pourront s'en servir dans le cadre d'un contentieux. Donc, faites attention à ce que vous écrivez parce que ça peut être retenu contre vous. Donc, sur les avenants interdits, vous avez d'abord l'avenant qui va venir changer le prix, évidemment, mais vous avez aussi l'avenant qui intègre une clause de révision. Donc ça, c'est un avenant qui n'est pas possible parce qu'on considère que le prix d'un contrat public est intangible et immuable. Donc ça, c'est qui le considère? C'est la jurisprudence et la doctrine. Et que pourquoi est-ce que c'est intangible et immuable? Parce que si on le change, ça va venir atteindre les conditions de mise en concurrence initiale. Autrement dit, si on avait su que ça allait nous rapporter tant, peut-être qu'on aurait candidaté finalement. De la même façon qu'on ne peut pas intégrer une clause de révision du prix en cours de contrat, on ne peut pas non plus modifier la clause de révision en cours de contrat. Et donc, la jurisprudence est claire sur ça. On ne peut pas le faire même si la formule de révision est inadaptée. C'est quand même un peu strict. Sauf en cas d'erreur manifeste ou matérielle. Pourquoi? Même raison, ça porte atteinte aux conditions de mise en concurrence initiale. Et donc, les risques sont les mêmes que pour les avenants audacieux. C'est non-validation de l'avenant par la CAO, problème de contrôle de légalité, problème de Cour des comptes et problème de recours des tiers. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous dire qu'une fois que vous avez regardé le contrat, vous allez voir est-ce qu'on peut modifier le contrat, est-ce qu'on peut utiliser les clauses du contrat pour pouvoir du coup faire face à l'imprévision. Si ça ne suffit pas, soit ça suffit, c'est très bien, soit ça permet d'aider, mais ça ne suffit pas. Donc là, on peut se poser la question des avenants, voir ce qui est possible. On a vu ensemble le possible, le moyennement possible, l'impossible. Et face à cette situation-là, s'il faut quand même encore indemniser, on a la solution de la convention ou de la transaction qu'Inès va vous expliciter. Alors, dernier outil, troisième option qu'on peut faire pour faire face à la hausse des prix, si, comme le disait Marie-Cécile, l'avenant n'est pas possible ou n'est pas suffisant, si la modification du contrat ne suffit pas, alors on peut avoir le recours à une transaction ou une convention qui permet d'octroyer donc une indemnité d'imprévision. Alors attention, la transaction et la convention, à la différence de l'avenant, elles ne modifient pas le contrat. Ce n'est pas une modification du contrat, le contrat ne bouge pas. En revanche, pour pallier aux effets de la hausse des prix, on va venir conclure un autre contrat, une transaction, une convention, qui permet de rééquilibrer un peu l'exécution du contrat et d'octroyer une indemnité au titulaire pour lui permettre de faire face au surcoût qu'il subit dans l'exécution du contrat. Donc, on n'est vraiment pas sur une modification, on est sur un autre contrat qui est à côté et qui vient rééquilibrer en fait le fait que le contrat principal cause un surcoût au titulaire. Donc, une fois qu'on a dit ça, quels sont les outils qu'on utilise
pour octroyer cette indemnité d'imprévision au titulaire. Donc, une fois que le titulaire a réussi à démontrer qu'il était dans une situation d'imprévision, avec toutes les conditions qu'on a rappelées au début, donc on a dit le bouleversement de l'économie du contrat, qui justifie bien qu'il a subi un surcoût important, qu'il a des charges extra-contractuelles. Une fois que l'acheteur est d'accord pour indemniser, on a deux outils possibles qui permettent d'acter cette indemnisation, soit la transaction, soit une convention qui est intégrée, enfin qui est évoquée par le Premier ministre dans sa circulaire du 30 mars 2022, qui est un peu un contrat ad hoc qui vient d'apparaître avec cette circulaire et qui permet d'accorder des indemnités provisionnelles. On y reviendra. D'abord, la transaction. Qu'est-ce qu'une transaction? C'est un contrat écrit qui ne vient pas modifier le contrat initial, mais qui est annexé au contrat initial et qui prévoit en fait des concessions réciproques entre les parties. Donc là, en l'occurrence, pour l'indemnité d'imprévision, c'est le versement d'une indemnité d'imprévision au titulaire. En échange, en concession, le titulaire s'engage à renoncer à tout recours concernant l'indemnité d'imprévision et concernant la hausse des prix. Donc, on doit avoir des concessions qui sont réciproques et qui sont équilibrées. C'est-à-dire que, et c'est pour ça qu'il faut que le titulaire justifie très bien de son surcoût, c'est que l'acheteur n'indemnise que le surcoût et indemnise, comme on l'a vu, une partie du surcoût, entre 80 et 95%. Donc, il ne faut pas indemniser plus et indemniser au-delà de ça, sinon on est dans une libéralité. On sait que c'est complètement interdit et une transaction ne peut pas permettre d'octroyer une libéralité. C'est vraiment une indemnisation juste qui est conforme aux critères de l'indemnisation pour imprévision qu'on peut fixer dans cette transaction et donc qui va prévoir les clauses qui sont importantes et auxquelles il faut faire attention quand vous rédigez une transaction. C'est donc la clause qui fixe le montant et le calendrier de versement de l'indemnité d'imprévision. Et c'est aussi la clause de renonciation à recours. Il faut être assez vigilant sur cette clause puisque, par exemple, si vous concluez une transaction pour indemniser une hausse des prix sur 2 mois, sur les mois de mars et avril 2022, alors vous, titulaire, quand vous renoncez à tout recours, il faut renoncer à tout recours, d'accord, mais sur cette période-là, pas sur la période suivante, puisque vous pouvez subir encore une hausse des prix en mai, juin, juillet. Et si vous avez renoncé de manière générale et complètement absolue à tout recours, vous n'avez plus aucun recours sur les périodes successives. Donc, il faut faire attention à bien renoncer à tout recours sur la période d'indemnisation. C'est les clauses qui sont importantes à prévoir. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une transaction, elle est définitive. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez octroyé cette indemnité d'imprévision, vous ne pouvez plus revenir dessus. Il n'y a pas de remboursement de l'indemnité. Et donc, il faut faire attention et notamment plutôt convenir ce genre de transaction en fin de contrat, puisqu'on sait que l'indemnité d'imprévision, le bouleversement de l'économie du contrat, il est calculé sur la durée totale du contrat. Donc finalement, c'est que quand vous arrivez en fin de contrat que vous pouvez être vraiment sûr qu'il y a bien eu un surcoût de l'ordre de 7-8%, comme on disait, au moins 7-8%, comme on disait tout à l'heure, et que vous pouvez indemniser votre titulaire sans vous retrouver dans une libéralité. Parce que si vous êtes en milieu de contrat, le fait de conclure une transaction qui est, comme on l'a dit, complètement définitive et irréversible, entre guillemets, si vous octroyez une indemnité d'imprévision sur 2 mois, mais qu'ensuite tout revient à la normale et que sur la durée totale du contrat, il n'y a pas de surcoût, alors en fait, ça revient à octroyer une libéralité puisque vous avez, entre guillemets, accordé trop tôt l'indemnité d'imprévision et qu'en fait, sur la durée totale du contrat, il n'y avait pas de surcoût de l'ordre de minimum 6-7%. Donc, il faut faire attention quand vous utilisez l'outil de la transaction puisqu'elle est définitive. Il faut faire attention à conclure notamment sur des périodes courtes et à prévoir des indemnités qui correspondent vraiment à ce que justifie le titulaire et aux justificatifs qu'il vous fournit, qui sont notamment les factures qui permettent de montrer qu'il a bien de réels surcoûts et que quand vous l'indemnisez, ce n'est pas une libéralité, c'est vraiment la prise en charge d'une partie de ces surcoûts. Ça, c'est pour la transaction, qui est un outil qu'on connaît bien, qui est calé et qui est encadré par plusieurs textes. Et ensuite, l'autre outil qui est abordé par le gouvernement, mais assez rapidement dans cette circulaire, c'est une convention. On parle de convention, on ne parle pas de transaction pour accorder l'indemnité d'imprévision. Donc, c'est un peu une convention sui generis qui vient d'arriver, dont on n'avait pas entendu parler avant. Et le gouvernement suggère de l'utiliser pour accorder des indemnités qui sont provisionnelles. Donc, nous, notre interprétation, là, vraiment, comme il y a très peu de doctrines et d'écrits sur
que c'est cette convention et qu'a voulu dire en fait le gouvernement quand il conseille d'utiliser ce type de convention. Ce qu'on vous dit là, c'est vraiment notre interprétation de ce qu'on pense devoir être ce type de convention et ce qu'il faut mettre dedans pour les sécuriser au maximum. Donc, à l'inverse de la transaction, ce type de convention, elles sont pas définitives. En fait, l'indemnisation n'est pas fixée de manière définitive, mais ça permet de prévoir une indemnité provisionnelle à un instant T qui sera ajustée en fin de contrat. Donc, pareil, on est sur un contrat ad hoc, entre guillemets, qui ne modifie pas le contrat qui est annexé et qui prévoit le versement d'une indemnité, mais pas de manière définitive. C'est-à-dire qu'on s'engage, l'acheteur s'engage, si la hausse des prix continue de cette manière-là, qu'il y a une flambée des prix qui continue et que le titulaire continue jusqu'à la fin du contrat à subir cette hausse des prix dans les proportions qui sont de l'ordre de 7 à 8% du surcoût, alors l'acheteur indemnisera le titulaire, il s'engage dès maintenant à indemniser le titulaire sans verser l'indemnité tout de suite, il la versera à la fin, mais ça lui permet de s'engager, donc ça permet au titulaire d'être sûr de toucher une indemnité si la hausse des prix perdure, et donc de pouvoir continuer à exécuter le contrat en sachant que si à la fin, vraiment, il est dans une situation d'imprévision, alors il sera indemnisé. Et pour caler ça, c'est important de prévoir une clause de rendez-vous qui permet de faire varier en fait l'indemnité provisionnelle en fonction de la situation et qui permet d'adapter au mieux en fin de contrat pour pouvoir à la fin, si vraiment il y a un surcoût qui donne lieu à une indemnité d'imprévision, prévoir de le verser à la fin sans conclure une libéralité puisque vous la versez qu'à la fin, vous êtes sûr qu'il y a bien un surcoût et que vous avez le droit de procéder au versement d'une telle indemnité. Donc, c'est les deux outils qui permettent non pas de modifier le contrat, mais qui permettent d'octroyer une indemnité d'imprévision au titulaire pour si vous êtes dans un cas où la modification du contrat n'est pas possible ou n'est pas suffisante, puisque vous pouvez utiliser les deux à la fois. Vous pouvez utiliser à la fois même les trois options qu'on vous a présentées, c'est-à-dire vérifier dans votre contrat s'il y a une clause de révision ou pas. Si la clause de révision existe mais n'est pas suffisante, alors avoir recours à un avenant, un des avenants que Marie-Cécile vous a présenté, qui peut là modifier votre contrat sur certains éléments. Et si ça n'est pas suffisant ou si ça n'est pas approprié, alors vous avez une troisième option, mais qui peuvent se compléter parfaitement entre elles, qui est l'option de l'indemnité d'imprévision via un contrat ad hoc, un nouveau contrat qui ne modifie pas votre contrat initial, mais qui l'ajuste et qui du coup, qui rééquilibre la hausse des prix et qui permet l'octroi d'une indemnité d'imprévision et de gérer au mieux pour le titulaire et l'acheteur cette hausse des prix. Donc, c'est vraiment les trois outils qu'on vous recommande et auxquels vous pouvez avoir recours pour gérer la hausse des prix. Donc, on a terminé sur cette présentation de nos solutions et ce qu'on vous conseille, nous. On va passer aux questions-réponses. Je pense que David, il doit y avoir déjà quelques questions qui sont revenues dans le chat. Oui, merci beaucoup Inès et Marie-Cécile. On va prendre dans l'ordre les questions qui nous avaient été posées sur LinkedIn ou par mail et après on va prendre les questions du chat. On aura une petite dizaine de minutes. Alors, une des premières questions qui nous avait été posée, assez générale, c'était est-ce qu'on peut intégrer ou modifier une clause de révision du prix en cours d'exécution? Non. Enfin, de manière simple, non. Comme on l'a vu tout à l'heure, effectivement, le prix est intangible, immuable. Alors, effectivement, il y a une partie de la doctrine assez minoritaire, mais qui existe, qui milite pour une modification du prix dans des circonstances comme celles qu'on connaît, et donc de pouvoir changer le prix ou une clause de révision, une intégrer une, enfin, pouvoir avoir un peu plus de mots. Mais aujourd'hui, au regard de la jurisprudence existante, du reste de la doctrine, et surtout de ce que dit le Premier ministre dans sa circulaire, ça paraît très risqué. Donc effectivement, on ne peut pas le conseiller à ce stade. J'en profite pour dire à tous ceux à qui on n'aura pas le temps de répondre aux questions, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail et on prendra le temps d'y répondre. Voilà, il n'y a pas de stress. Merci beaucoup. Une deuxième question qu'on avait aussi reçue, quels documents fournir si on demande une indemnité d'imprévision? Alors, comme on le disait, pour que l'indemnité d'imprévision ne soit pas requalifiée de libéralité, il faut vraiment que le titulaire fournisse un mémoire technique économique qui justifie qu'il est vraiment dans un cas d'imprévision et qu'il y a un surcoût important qui subit.
Et pour démontrer ça, donc il y a le mémoire d'un côté, mais il faut aussi des justificatifs. Donc, il faut vraiment montrer que sur la période donnée, vous avez subi un surcoût important en donnant par exemple des factures de vos fournisseurs qui montrent que les matériaux sont à un prix exorbitant. Alors, c'est la première chose, donc avoir des justificatifs précis qui comptablement montrent que vous avez un surcoût important, mais il faut aussi démontrer et justifier que vous avez tout fait, tout ce qui est possible pour vous, de votre côté, d'abord enrayer cette hausse des prix de votre côté. Donc, que vous avez suffisamment bien négocié vos prix avec vos fournisseurs, donc que vous ne subissez pas vraiment des prix exorbitants parce que vos fournisseurs vous l'imposent, mais en fait que vous avez juste négocié le mieux possible et que malgré une telle négociation, les prix sont quand même encore trop importants et vous causent un surcoût. Et il faut aussi démontrer que vous avez tout fait, tout ce qui est possible pour enrayer cette hausse des prix et justifier que vous subissez quand même des coûts importants à l'aide de factures, à l'aide de tout élément comptable possible qui montre que vous avez ce surcoût-là et que si la collectivité, l'acheteur vous indemnise, on n'est pas sur une libéralité, on est vraiment juste sur un rééquilibrage du contrat. Merci. Une autre question qu'on avait reçue aussi par mail. En termes de formalité, qu'est-ce qui serait plus lourd, un avenant ou une transaction, selon vous? Alors, c'est vrai que c'est un gros sujet de débat. Évidemment, on entend que tout ça est pénible. Je pense que vous soyez acheteur ou titulaire. Et c'est vrai qu'un avenant, ça peut paraître psychologiquement plus simple, notamment si on pouvait, ce qui n'est pas le cas, changer le prix, parce qu'en fait, on change une fois le contrat. C'est plus lourd en termes de formalité, mais on ne le fait qu'une fois. Alors que le système d'une transaction, comme on vous le disait, vu que la situation est évolutive, si en fait on veut indemniser dès maintenant, en fait, on va conclure 40 milliards de transactions pour pouvoir faire face. Et c'est un risque quand même si vous êtes acheteur, parce que vous risquez de faire une libéralité si la situation change et qu'elle est plutôt favorable après pour le titulaire. Reste que sur le plan unique des formalités et pas sur le plan psychologique, effectivement, un avenant, c'est plus lourd, puisque vous consultez la CAO, puisqu'il faut être habilité et puisqu'il y a le contrôle de légalité. Alors qu'en fait, quand on est en transaction, c'est beaucoup plus light. On a juste l'habilitation, sauf à ce qu'il y ait une délégation, et ensuite on a le contrôle de légalité. Tout ça étant dit, là où c'est peut-être intéressant d'élargir un peu la question, c'est sur la convention. Justement, la convention sui generis dont Inès vous parlait, qui est ce que conseille aussi l'adage. Enfin, le terme convention est un peu large, donc on déduit, nous, que ça peut être ça. Là, sur cette convention-là, il n'y a aucun formalisme qui est proposé aujourd'hui. Donc, ça serait finalement la solution peut-être la plus souple, étant précisé que ce serait sûrement un raccourci de penser qu'il y a zéro formalisme et que si on fait zéro formalisme, ça passe. L'idée, c'est peut-être plus de se rapprocher effectivement d'une transaction en termes de formalité et en tout cas de faire les choses bien pour que ça soit signé par les bonnes personnes au bon niveau. Merci pour cette réponse. Avant de passer aux questions du chat, une petite dernière, quelque part qu'on espère un peu tous. Qu'est-ce qui se passe si on analyse le titulaire et que la situation s'améliore? Alors, ça dépend de quel type d'outil vous avez utilisé. Si vous avez utilisé la transaction, là, votre indemnisation, elle est définitive, donc vous ne pouvez pas revenir dessus. Si vous avez trop indemnisé, c'est une libéralité. On ne revient pas dessus, c'est une transaction, elle est définitive. Si vous avez utilisé la convention, l'intérêt, c'est que c'est provisionnel, c'est prévisionnel et vous pouvez en rediscuter. Il y a une clause de rendez-vous qui permet d'ajuster au mieux l'indemnité. Donc, ça permet d'être sûr de ne pas verser trop d'indemnités et de ne pas se retrouver dans une situation de libéralité puisque vous êtes sur une convention qui n'est pas définitive et vous ajustez en fait l'indemnité d'imprévision. Mais si c'est une transaction, ce que vous avez versé n'est pas remboursé, c'est définitif. Merci Inès. Donc, je passe aux questions du chat dans les 5 petites minutes qui nous restent. Une question sur le bouleversement économique dans la valeur totale du marché. Est-ce que 6% c'est annuel ou c'est sur toute la durée du marché? Toute la durée. En fait, l'idée des 6% de la circulaire, qui sont ensuite devenus 7 à plus, à 12% dans la jurisprudence, en fait, c'est vraiment de venir protéger pour les acheteurs, évidemment, parce que c'est des deniers publics. Donc, côté titulaire, on ne va pas trouver ça génial, mais c'est l'idée derrière.
C'est en fait de protéger les deniers publics en indemnisant que si vraiment on est sûr que sur la totalité du contrat, il y ait bouleversement. Si par exemple quelqu'un vous demande, évidemment, ça doit être le cas aujourd'hui de gens qui ont 6, 7%, 10% sur un mois donné, peut-être que les mois précédents, avant la hausse des prix, c'était des mois extrêmement bénéfiques pour eux. Peut-être que les cours étaient très bas et peut-être que du coup, ils avaient beaucoup de bénéfices. Donc l'idée, c'est vraiment de regarder sur la totalité s'il y a un surcoût. Parce que si vous indemnisez très temporairement pour une mini hausse des prix, enfin une énorme hausse des prix, mais qui dure très peu de temps, alors que le contrat avant était extrêmement bénéficiaire, en fait, finalement, pour le titulaire, c'est toujours gagnant, en fait. Il va gagner en amont parce que ça a été très bénéficiaire, et puis là, il va regagner parce qu'il va être indemnisé. Mais au final, peut-être que si on lisse tout ça sur la totalité du contrat, entre les parties bénéficiaires et déficitaires, en fait, on est quand même toujours en bénéfice. Donc, c'est pour ça que c'est sur la totalité du contrat. Merci Marie-Cécile. On va prendre une autre question. Jusqu'à quel point un titulaire peut être tenu d'exécuter un contrat devenu excessivement onéreux jusqu'à la faillite? Et une question annexe dans le prolongement, est-ce qu'une société mère peut être tenue de venir au secours de sa filiale? Très, très bonne question. En fait, le concept d'un contrat public à la base, c'est effectivement que vous garantissez le service public. On est dans l'imprévision, on n'est pas dans la force majeure. Donc, en fait, vous n'êtes pas dans l'impossibilité en tant que titulaire, même si ça paraît pas juste, point de vue titulaire. Dans le concept général des contrats publics, vu qu'on est dans l'imprévision, c'est une impossibilité financière, mais en fait, c'est pas une impossibilité. Il y a une guerre et le chantier a été détruit et donc vous ne pouvez plus faire. C'est vraiment juste une question économique. Et c'est pour ça que vous demandez l'imprévision. Donc, normalement, si vous sollicitez l'imprévision et que vous êtes indemnisé, on n'est plus du tout dans l'impossibilité, même économique, de réaliser. Donc, on ne sera plus dans l'imprévision. Donc, en fait, vous, en tant que titulaire ou en tant qu'acheteur, face à une situation où on a une crainte que le titulaire ne puisse plus exécuter parce que c'est dans votre intérêt en tant qu'acheteur d'avoir vos contrats qui se poursuivent. En fait, vous indemnisez, vous essayez de faire les outils qu'on vous a dit, donc vous regardez dans votre contrat. Si vous n'arrivez pas à regarder dans votre contrat, parce qu'il n'y a pas, vous faites un avenant. Si un avenant ne suffit pas ou qu'il faudra faire un avenant illégal, on indemnise pour imprévision et du coup, on résout le problème comme ça. Mais pour répondre plus simplement, oui, en fait, le titulaire est tenu normalement d'exécuter le contrat jusqu'au bout, même au bout de la faillite. Ceci étant précisé, ça montre quand même une certaine inquiétude de dépendance économique. Ça veut dire que si votre titulaire, ça le fait tomber en faillite, le fait d'exécuter le contrat, ça veut dire qu'il n'a pas d'autres contrats non plus, ce qui n'est pas forcément très sain et ce qui ne dénote pas non plus d'une… On va dire son entreprise n'est pas forcément saine à la base. Donc peut-être que ça aussi, vous, en tant qu'acheteur, ça aurait dû vous alerter quand vous avez fait la procédure de mise en concurrence et que vous avez eu ces chiffres. Et donc, pour la maison mère, en fait, ça va dépendre des contrats en fait, qui existent entre la maison mère et la filiale. Et ça va dépendre aussi lors de la passation. Est-ce que vous avez présenté la maison mère en tant que garante? Alors, en tant qu'acheteur, évidemment, l'intérêt, c'est de solliciter la maison mère et quitte à le faire en bluff et de leur dire qu'ils sont tenus des agissements de leur filiale. Mais après, tout dépend aussi si la filiale elle est détenue 100% par la maison mère. Est-ce qu'il y a d'autres sociétés qui la détiennent? Comment ça fonctionne? Mais objectivement, si on était côté titulaire, on dirait non. Donc, ça se tente côté acheteur, mais la réponse est plutôt non. Merci beaucoup, Marie-Cécile. On a reçu des dizaines de questions. Donc, on essaiera de venir vers vous dans la mesure du possible par mail. Je vous remercie pour vos éclairages et pour vos réponses aux questions aussi et pour cette présentation. Je vous invite à tous les participants à consulter le site des deux avocates Marie-Cécile Haize et Inès Fresco pour voir tous les derniers cafés actus qui ont été rédigés. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, bien entendu, que ce soit sur LinkedIn ou Twitter. Et pour aller plus loin, bien sûr, sur ces sujets, à consulter la revue Contrats et marchés publics qui paraît tous les mois sur Lexis 360 ou à la revue à laquelle vous pouvez aussi vous abonner au format papier. Merci encore une fois, Marie-Cécile et Inès. Merci à vous tous, les participants. On était très, très nombreux aujourd'hui. On vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée et on vous dit à très bientôt. Merci. Merci, à bientôt. Au revoir.